sérieux aujourd'hui. Voilà, un sujet un peu plus sérieux que la sexualité des poissons. Je vais vous parler des aires marines protégées, pas si bien protégées. Bon, c'est donc tout un thème qui est actuellement bien débattu à l'UNOC, mais débattu également depuis plusieurs années au niveau international. Et je vais vous parler de ce sujet avec un exemple, ce qui se passe devant nos côtes, ici, dans les côtes françaises de la Méditerranée. Est-ce que je peux passer les diapos? Je peux le faire moi-même. Bien. Pour protéger la biodiversité, il y a deux façons de faire. D'une part, limiter les atteintes, c'est-à-dire limiter toutes les pollutions. C'est une action qui est offensive. On attaque, on essaye de limiter les polluants, essayer toutes les atteintes. Et l'autre façon, c'est de défendre, de créer donc des zones où on défend la pêche, on empêche la pêche, on empêche la destruction des espèces. Mais avant, rappelons un peu la biodiversité, ce que ça représente en Méditerranée. 14 500 espèces visibles à l'œil nu, c'est pas beaucoup. Et, bonne nouvelle, depuis qu'on décrit ces espèces en Méditerranée, aucune a disparu. Aucune. C'est ce qu'on, malheureusement, on le dit sans arrêt, mais aucune a disparu. Il y a une réduction du nombre dans certaines zones, de certaines espèces dans certaines zones, mais aucune espèce n'a réellement disparu, parce que dans toutes les mers du monde, il n'y a pas d'endémisme localisé. Je m'explique. Il n'y a pas d'espèce qui ne vit qu'autour de la Corse, que dans la baie de Cannes ou endroit. Les espèces circulent avec les courants, les œufs, les larves, les juvéniles, tout circule. Et donc, dans toutes les mers du monde, il n'y a pas d'endémisme localisé. Et donc, on n'arrive pas à détruire une espèce qui vit dans un petit biotope. Et donc, il n'y a pas d'espèce qui a disparu à ce jour. Cela dit, on a parlé beaucoup de pollution aujourd'hui, d'atteintes, de problèmes de pollution. Mais il faut hiérarchiser un peu tout cela. J'ai écrit un ouvrage qui a tenté donc de présenter une technique de hiérarchisation de toutes ces atteintes au milieu marin. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les atteintes au milieu marin touchent deux cibles. La première, bien entendu, la vie marine, faune, flore. La deuxième cible, c'est nous, finalement. Le professeur Féniché nous a parlé de toutes les toxines qu'on peut avaler, qui nous apportent toute une série de problèmes. Là, c'est nous, la cible. Or, dans une atteinte au milieu marin, la cible peut être atteinte, une des cibles peut être atteinte à 100%, et l'autre pas du tout, et vice-versa. Je donne deux exemples. Quand on construit un terre-plein sur la mer, on détruit tout ce qui est en dessous. C'est pour toujours. Deuxièmement, les personnes qui ont construit ces terre-pleins, ils sont tout contents. Par contre, la faune et la flore a disparu sur 100%. Quand on construit à l'inverse une station d'épuration, la station d'épuration, quand il y a des bactéries des bactéries pathogènes, on construit la station d'épuration, il y a tout de suite la pollution disparaît. Par contre, quand il y avait cette pollution, la faune, la flore, les bactéries, ça ne les regarde pas beaucoup. Donc il faut toujours regarder quelles sont les cibles. Ensuite, il faut regarder, il y a deux critères qui permettent de hiérarchiser les pollutions. La première, c'est la résilience. C'est Cyrulnik qui est là, c'est lui qui a un peu lancé ce thème, un peu aussi pour l'homme. La résilience. En effet, on peut classer les pollutions en fonction de leur résilience, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la nature revienne. Parfois, c'est immédiat. On construit une station d'épuration, du jour au lendemain, il n'y a plus de bactéries pathogènes, si la station est bonne. Ça, la résilience est immédiate. Quand on construit un ouvrage gagné sur la mer, c'est détruit à jamais. Pas de résilience. Donc, en fonction du temps que la nature revient, c'est un critère très intéressant pour classer toutes les pollutions. Le deuxième critère, également, sous ça, c'est du bon sens. C'est le volume ou la surface impactée. La surpêche, c'est toute la Méditerranée. Une pollution localisée d'une rivière, c'est localisé. Donc il faut également tenir compte de ce facteur surface et géographie. Maintenant, j'ai fait une classification assez rapide de toutes ces pollutions pour la vie marine. Pour ce qui me concerne, la principale atteinte au milieu marin, c'est la construction gagnée sur la mer. Devant nos côtes françaises de la Méditerranée, 1100 ouvrages gagnés sur la mer. 1100 ouvrages qui ont recouvert des petits fonds. Comme ça descend vite ici, on détruit très facilement des pourcentages importants de la vie et pour toujours. À Monaco, 90%
des petits fonds entre 0 et 10 mètres ont été détruits à jamais, par une quinzaine d'ouvrages. Donc ça, c'est très important. Deuxième critère, c'est au niveau de la hiérarchie, c'est la surpêche. La surpêche, ça englobe toute la Méditerranée et toutes les mers du monde. Par contre, une résilience est possible si on met en place des aires marines protégées. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà. Les autres critères, bien entendu, c'est le changement climatique, les effets du changement climatique et l'introduction d'espèces exotiques. En Méditerranée, 14 000 espèces qui ont toujours vécu en Méditerranée. Aucune n'a disparu, mais il y en a 1000 en plus, dont certaines nous posent des problèmes. Bien, on va donc continuer maintenant cet exposé. Donc, on va prendre l'exemple des côtes françaises de la Méditerranée. La protection des espèces d'abord, parce que quand on parle de la protection de la biodiversité, il y a des conventions qui protègent les espèces. Et là également, c'est un peu n'importe quoi, à mon avis. Il y a la Convention de Barcelone, qui est propre à la Méditerranée, 126 espèces marines protégées. La Convention de Berne, 80 espèces marines méditerranéennes protégées. Il y a la Convention de Bonn, 13 espèces marines de Méditerranée protégées. La Convention de Washington, c'est des espèces commerciales, une dizaine d'espèces. Et tout ce lot de conventions protège les mêmes espèces. Environ 150 espèces. Et ils ne se voient pas, tous ces gens qui font ces conventions. Ils mangent une fois par an dans un restaurant, ils décident, ils en mettent une en moins, une en plus, mais ils ne se concertent pas. Le problème, c'est que dans cette liste de 150 espèces, moi je suis spécialisé des algues, d'autres avec des collègues spécialisés des poissons, il y a des espèces qui n'existent pas en Méditerranée, des espèces qui n'existent même pas, des noms, et également des espèces qui sont tellement confidentielles que je ne les ai jamais vues. Alors, un gendarme, pour faire respecter ces lois, je ne sais pas comment il fait. Ensuite, il y a des protections nationales qui varient d'un pays à l'autre. Figurez-vous que les conventions que j'ai citées, elles doivent être validées par des lois nationales. Si ce n'est pas validé par une loi nationale, même si l'État l'a signé, ce n'est pas valable. Donc, de ce fait, en France, il n'y a qu'une trentaine d'espèces qui sont protégées par une loi, malgré les conventions signées. Donc vous voyez un peu où on en est. Ce système-là n'est pas terrible. Donc ce qui est mieux, c'est la protection des espaces. Et on vient au sujet des aires marines protégées. Donc on protège non seulement les espèces, mais on protège également le biotope. On protège l'environnement. La biodiversité, en fait, c'est une biodiversité, ça s'entend par niveau génétique, niveau spécifique, les espèces, et niveau des écosystèmes. Là, la protection des espaces protège l'écosystème et les espèces. Bon, quand on parle de protection des espaces, il faut bien avoir dans la tête le sujet suivant. C'est surtout contre la pêche qu'on va agir. Les réglementations sont surtout contre la pêche. Pourquoi? Parce que quand on prélève, c'est la prédation, un grand nombre de poissons, de mollusques, de crustacés, ce sont les autres chaînes alimentaires qui sont impactées. Les algues ne sont pas assez mangées ou trop mangées par d'autres espèces. Tout est bouleversé. Donc le problème, ce n'est pas uniquement les poissons, ce n'est pas uniquement la pêche, ce qu'on prélève. Ce sont les autres chaînons de la chaîne alimentaire qui sont complètement désorganisés si on pêche trop. Donc l'objectif, c'est de créer des réserves où toute forme de pêche est interdite et où la vie revient, et elle revient rapidement si on y prend garde. Alors, ça doit absolument exclure toute forme de pêche. Donc ce sont les réserves intégrales qui marchent le mieux. Sur Terre, il y a les rivières. Il y a des réserves de pêche dans les rivières. On ne peut pas imaginer que des personnes soient autorisées à pêcher dans la réserve de pêche, dans les lacs de montagne, dans les rivières. Si c'est une réserve, c'est une réserve, pas de pêche. On va voir qu'en mer, ce n'est pas du tout pareil. L'inventaire des zones protégées en Méditerranée, pour toute la Méditerranée, il y a environ 1231. 46 désignations différentes, mais très très peu protègent vraiment la biodiversité. Il faut donc étudier ça un peu plus de plus près. En France, côte française et la Méditerranée, devant chez nous ici, la Corse et les côtes continentales. 55 aires marines protégées, c'est un label sur une loi. Et c'est dirigé, organisé par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Mais il y a également 23 cantonnements aux concessions de pêche dans les Alpes-Maritimes, il y en a 5, qui sont sous l'égide de l'Ifremer.
Ifremer, OFB, dans le même ministère. Mais ceux-là n'ont pas le label, les cantonnements n'ont pas le label, pardon, n'ont pas le label de aire marine protégée. Sur les 55 aires marines protégées, voici la liste. C'est affolant. Il y a 9 statuts différents. 9 statuts différents. Il y a le parc national, il y a les réserves naturelles, il y a les parcs régionaux, il y a les sites Natura 2000, il y a les arrêtés de biotopes, il y a Pélagos, on en a parlé, mais également il y a les territoires en mer du Conservatoire du littoral. Je commence un peu par critiquer les deux derniers. Les aires marines protégées du Conservatoire du littoral ne concernent que la surface de l'eau, pas la colonne d'eau. Donc ça défend les canards, c'est tout. Les canards, peut-être quelques cormorans, c'est tout. Mais c'est une aire marine protégée, ça rentre dans la liste. Pélagos, zone immense, Italie, Monaco, Savage-Cap-Orcros. Ça protège 8 espèces de cétacés. Ça dit que ça protège, mais non. La protection, c'est dans toute la Méditerranée que ces espèces sont protégées, par des lois de chaque pays. Donc si on considère que ces cétacés sont protégés dans toute la Méditerranée, Pélagos, c'est toute la Méditerranée. En gros, Pélagos ne fait que faire, ce sont des programmes de surveillance, de photos, d'études, etc. Mais pas de protection. Il n'y a pas de réglementation spécifique à Pélagos qui protège les cétacés. On ne protège pas ce qu'ils mangent. Donc on peut pêcher dans Pélagos. On ne protège pas le littoral ou les dauphins batifoles. À Monaco, on a construit 6 hectares sur la mer il n'y a pas longtemps. Donc Pélagos n'est pas une réelle aire marine protégée. Les arrêtés de biotope, c'est quelque chose de minuscule, par exemple 100 mètres carrés devant le Var. Les zones Natura 2000, il y en a beaucoup. Aucune réglementation contre aucune espèce dans ces 41 sites Natura 2000. En gros, on peut faire des concours de chasse sous-marine dans un site Natura 2000, des concours de pêche à la ligne, on peut construire sur la mer, et bien entendu, les pêcheurs professionnels y pêchent. Donc voilà ce que c'est que les sites Natura 2000. À quoi ça sert? C'est une réglementation européenne qui permet de faire une genre d'entente entre les usagers de la mer, plongeurs, pêcheurs, plaisanciers, mais pas la protection. Donc ce n'est pas une aire marine protégée. Les parcs naturels régionaux, c'est un peu comme Natura 2000, aucune réglementation. Les réserves naturelles, il y a des cœurs de réserves naturelles où il y a une protection intégrale. Ça commence à être intéressant. Les parcs nationaux, c'est pareil. Il y a des petits endroits où il est interdit de pêcher, mais que des petits endroits. Donc, d'abord, ce qui serait souhaitable, c'est réduire tous ces statuts. Ça ne sert à rien. Ensuite, il y a des accords internationaux avant l'UNOC qui en rediscute actuellement et qui ont fixé ces objectifs. 30% des eaux territoriales en aire marine protégée, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas très bien, dont le tiers, 10%, en protection forte d'ici 2030. Il y a des bidouillages en France pour essayer d'y parvenir. Je vais vous les démontrer. D'abord, on va augmenter les aires marines protégées dans les eaux lointaines. Donc on va créer d'immenses aires marines protégées, soi-disant, dans les terres australes, à Kerguelen, en Polynésie. C'est la première façon de procéder. Donc on augmente le pourcentage d'aires marines protégées des eaux françaises. Ensuite, on crée, voilà, donc ce qui est souhaitable, c'est que ces pourcentages internationaux qui sont dictés au niveau international, qui sont très utiles à atteindre, il faudrait qu'ils soient valables par façade maritime pour la métropole, c'est-à-dire 30 et 10% pour la Méditerranée, 30 et 10% pour la Manche, 30 et 10% pour l'Atlantique. Ça, ce serait souhaitable. Deuxième bidouillage français pour parvenir à atteindre les 30%, on multiplie les aires marines protégées, Natura 2000, dans les eaux de la zone économique d'exclusivité, qui est très au large des eaux territoriales. Là également, si on fait le calcul de la totalité, j'ai une pompe pour donner les chiffres, sur les 111 000 km² à peu près d'aires marines protégées totales des côtes françaises de la Méditerranée,
il y en a 86 000 qui sont dans les eaux du large. Donc c'est très facile à prendre une carte, de faire des carrés au grand large et de dire, voilà, maintenant on atteint les 30%. Alors que ça n'embête pas grand monde de faire des traits au large sans aucune réglementation, hein, je répète. Un exemple, ici, le golfe du Lion. Regardez le 3, c'est une aire marine protégée, avec le 2 qui en est une autre, avec le 1 qui en est une autre. Pour les pêcheurs, s'il y avait des réglementations, c'est très embêtant quand même. Tout ça, c'est des surfaces considérables, et les autres, Natura 2000, les voici. Donc on multiplie les aires marines protégées, Natura 2000, mais il n'y a aucune interdiction sur la pêche. Pareil au Cap Corse, qui montre également un autre défaut, un autre bidouillage, ce sont les doublons. Figurez-vous que plus de 50% des sites Natura 2000 sont dans une autre aire marine protégée. Vous comprenez ce que je veux dire? À Port-Cros, il y a une immense zone adjacente, des zones des cœurs de parc, etc. Il y a 2 sites Natura 2000, et bien à l'intérieur. Donc il y a une organisation, le parc national, qui est très forte, qui est très bonne, à l'intérieur duquel il y a une organisation, un chef, un administrateur, avec chaque année les administrateurs qui se réunissent dans un grand repas pour diriger ce qu'il y a à l'intérieur du parc. Mais on se demande vraiment à quoi ça sert. Donc ici, en Corse, c'est vraiment un exemple. Ça, c'est le parc naturel marin du Cap Corse, c'est gigantesque, dans lequel il y a des zones Natura 2000, 1, 2, 3, 4. Il y a un cantonnement de pêche, 2 cantonnements de pêche, et maintenant une réserve naturelle et un arrêté de biotope. Tout ça, c'est dans la même aire marine protégée du Cap Corse. Ce sont des doublons, mais en s'additionnant, les 30%, on arrive facilement. Hein. Ensuite, autre bidouillage pour y parvenir, c'est l'interprétation du mot fortement. Il s'agit du vocabulaire, là. C'est fort. Bon. Là, il y a une loi qui a été faite et qui explique ce que c'est que fortement. C'est un peu de tout, mais ce n'est pas strictement protégé. Et je donne un exemple. Les eaux des cœurs du parc national seraient définitivement, par la loi, hein, fortement protégées. Qu'est-ce que c'est que les cœurs de parc? Par exemple ici, la Camargue. Voici le parc national de la Camargue. Marseille est ici. Voici le cœur du parc. Seul ce qui est en rouge est fortement protégé. Donc ça ne fait même pas 20%, 15%. Le reste, on peut y pêcher. Pêche professionnelle, pêche de loisirs, etc., etc. Donc comment peut-on considérer tout le cœur du parc comme étant une zone fortement protégée? Pareil pour Port-Cros, voici la zone adjacente du parc national de Port-Cros, c'est gigantesque. Les cœurs de parc sont autour de ces 2 îles, mais quand on regarde les cœurs de parc, seul ce qui est en rouge, la pêche est totalement interdite. Voilà, ça ne représente pas grand-chose par rapport aux cœurs de parc. Et l'État dit que c'est tout fortement protégé parce que c'est bien administré. Porquerolles, c'est pareil, il n'y a que ça qui est fortement protégé. Bon, il serait donc souhaitable que la qualification de fortement soit exclusivement réservée aux zones où toute forme de pêche est interdite. C'est tellement évident, c'est tellement du bon sens, mais il s'accroche, l'État français s'accroche pour essayer d'obtenir ces pourcentages. Bon, quel est le taux maintenant actuellement des eaux fortement protégées devant nos côtes françaises de la Méditerranée? À l'Université de Nice, on a créé un site qui s'appelle MEDAMP, MED pour Méditerranée, AMP pour aire marine protégée. On a tout inventorié, tout cartographié par zone bathymétrique. Et on est arrivé à la conclusion que seuls 0,6% des eaux territoriales de nos côtes sont fortement protégées, aucune forme de pêche. Mais, il y a toujours un mais, les 2 plus grandes zones fortement protégées, où toute forme de pêche est interdite, etc., sont polluées. On a choisi les égouts de Marseille, là où se jettent les égouts de Marseille, à Cortiou. On a tracé une grande zone qui est fortement protégée. Bien entendu, il ne vaut mieux pas y pêcher. Hein. Deuxième zone, c'est le canyon de la Cassidaigne. Le canyon de la Cassidaigne recevrait les boues rouges de l'usine de Gardanne, qui y sont toujours. Hein. Ah, c'est une zone fortement protégée. Bien entendu, les pêcheurs ne voulaient pas y mettre les pieds, donc on le protège, c'est facile à faire.
Donc voilà comment on a atteint les 0,6%. Donc finalement, si on parle de zones naturelles fortement protégées, ce n'est plus que 0,3%. Voilà, ici, canyon de la Castellane, vous voyez un peu la taille de ces zones aires marines protégées, fortement protégées, et ici, Cortiou. Voilà. Donc, aujourd'hui, que 0,3% sont fortement protégés. Passer de 0,3% à 10% d'ici 2030, c'est une gageure. Mais il faut essayer d'y arriver, mais surtout en adoptant un vocabulaire qui est honnête. Parce que c'est un bidouillage de parler fortement, alors que ce n'est pas le cas. Alors j'ai pratiquement terminé. Dernier bidouillage aussi, c'est créer la confusion avec les doublons. C'est ce que j'ai dit. 50% zone Natura 2000 à l'intérieur d'une autre zone. Il faut le supprimer. Ça fait beaucoup d'économies et ça ne changera pas du tout la protection du milieu marin. Ça, je vais montrer l'exemple déjà. Et ici, c'est pareil. Les deux sites Natura 2000 qui sont à l'intérieur. Ainsi, un site Natura 2000, un, et ça c'est le deuxième, à l'intérieur des eaux du parc. Et observez qu'avant, il n'y avait qu'un seul de site Natura 2000 ici. Et là, il s'arrête ici, au Cap Nègre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 200 mètres du Cap Nègre qui ne sont pas dans le site Natura 2000. C'est là où habite Sarkozy, la femme de Sarkozy. Ça a été fait sous Sarkozy. Ça. Mais c'est vrai, hein. Regardez, c'est là, ça se voit. Voilà, c'est ici. C'est la femme de Sarkozy qui habitait là. Mais voilà, ici, les deux sites Natura 2000. Voilà. Bon, confusion encore par le mélange des chartes graphiques. Vous allez voir, mais c'est irréel ce que je vous raconte. Hein, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Regardez. Voici la charte graphique du parc national des Calanques. Bleu foncé, ce qui est interdit. Strictement interdit. Voici la charte graphique de Porquerolles, 30 km plus loin. Alors le gars qui va en bateau, qui va d'un endroit à l'autre, il doit un peu réapprendre à lire les cartes là, à chaque fois. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ensuite, je vais en Corse. Alors là, c'est encore, ça c'est la charte graphique corse, ça, vous voyez. Alors, mais c'est vrai ce que je raconte. Hein. Et ça fait nous 20 ans, 30 ans qu'on met dans nos publications une charte graphique unique, qu'on la publie dans un petit livre qui s'appelle Méditerranée 2000, qu'on a édité en 312 000 exemplaires. On a fait notre charte graphique. Mais on ne la pratique pas. Voici la nôtre. Hein. C'est en fonction des interdictions de pêche dans les décrets. Et on a créé pour toutes les réserves la même charte graphique. Bon, ces bidouillages doivent être dénoncés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à l'UNOC. La France s'abrite sur les 30% avec Kerguelen, machin, et tous les bidouillages de termes, fortement, etc. En fait, la réelle protection du milieu marin en mer, on a parlé beaucoup de la haute mer, des nodules polymétalliques, etc. Tout ça, c'est facile à régler entre États. Le gros problème, ce sont les petits fonds. Les petits fonds entre 0 et 10 mètres, 10 et 20 peut-être. C'est là où la lumière pénètre. C'est là où il y a toutes les algues. C'est là où il y a la plus forte biodiversité dans le monde entier. Dans les pays tropicaux, c'est les coraux, les mangroves. Et c'est là qu'il y a le moins de réserves marines. C'est là qu'il faudrait le protéger. Les petits fonds. C'est là où les poissons, les œufs de poisson ou les juvéniles arrivent au bord de l'eau et ensuite ils vont dans les grands fonds ou vers le large. Et je cite encore des chiffres. J'ai ma pompe. En 1895, à Nice, ici à Nice, il y avait 196 pêcheurs. À Nice, 196 pêcheurs. Ils sortaient 170 tonnes de poissons. 65 barques. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 ou 3. Et le tonnage qu'on sort est confidentiel. C'est la surpêche et le fait qu'on a détruit tous les petits fonds. La promenade des Anglais, sur 150 mètres, était gagnée sur la mer. La croisette, l'aéroport, les juvéniles n'arrivent plus. Les œufs ne peuvent plus s'y développer. Et donc, tout s'est effondré. Et s'est effondré un peu de partout. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de sardines, il n'y a plus d'anchois. À Marseille, il y a un siècle, les dauphins, c'était des espèces malfaisantes. On pouvait les tuer, il fallait les tuer. La Marine nationale y participait. On donnait des sucres avec des pics en fer qu'on donnait aux dauphins pour qu'ils s'étranglent. On mettait des filets avec des explosifs pour qu'ils meurent. Tout a changé par un film. Walt Disney,
dauphin, Flipper le dauphin. Là, tout a changé, tout l'esprit a changé. Maintenant, on protège les dauphins, mais ils ne sont pas revenus comme avant. Il y en avait des milliers et des milliers. Mais tout ça, c'est vient du fait qu'il y a une surpêche. Bon, mais je crois que j'ai fini. Hein. Bon, il faut créer beaucoup plus de réserves, mais surtout sur le littoral, et c'est là où le plus difficile. Alors, actuellement, on parle des réserves au grand large, etc. Mais... Voilà, il y a beaucoup d'aires marines protégées, mais qui ne sont pas vraiment protégées. Voilà, pour plus de renseignements, mon livre.